KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Dans sa poche, le père emporta les nuits. Il choisissait, toujours assez loin des routes, les endroits mi-prairies, mi-faubourgs agricoles, ou les sentiers dévalés vers l'eau du côté des moulins. En ces après-midi de dimanche, le paysan reste chez soi et souvent y laisse ses vaches. Toute la campagne n'était que solitude, coups de brise, ardeur des débuts d'été. Quelques cloches de vêpres, hasardeuses, prodigieusement lointaines, amenées par le vent du midi, bourdonnaient comme d'autres insectes. Le père expliquait que toutes ces émotions, sous leurs vêtements d'images célèbres, avaient une place, un sens, l'un et l'autre précis, dans la suite des circonstances sentimentales dont Musset a fait les nuits. C'est au lecteur de trouver cette suite, avec une clairvoyance aussi délicate qu'il pourra, sous peine de comprendre à faux. Il se gardait bien d'éviter les textes brûlants. J'aime et je veux pâlir, j'aime et je veux souffrir, j'aime et pour un baiser, je donne mon génie. Cette frénésie éclatant après la plus écrasée résignation, une lassitude d'intensité égale la compense. Partout où, sans cesse altéré de la soif d'un monde ignoré, j'ai suivi l'ombre de mes songes, partout où le long des chemins, j'ai posé mon front dans mes mains. Sans parler de ce rythme de glas, ni de ces magnifiques voyelles funèbres qui te semblent du contenu sentimental, le père continuait dans le silence de son fils. L'âme de Musset, l'âme passionnée, est toute ondulation, abattement puis excitation, affaiblissement après frénésie. C'est une loi qu'on atteigne l'affaiblissement final de toutes les grandes émotions, amour ou deuil. Le père les mêlait comme de l'eau au vin, que par des mouvements périodiques. De ces secousses de l'âme, ces vers, et seulement les plus expressifs, ne nous donnent que quelques-unes. Imagine au reste, au lieu de tuer Pyrrhus, se laissant le temps de s'apaiser, ce qui serait préférable pour tout le monde. Le petit visage d'Augustin est tendu, fermé, sans confidence. Cette frénésie d'amour a dû se sentir en passant, tomber en eau profonde, avec quelques ronds tranquilles. Il longeait d'épaisses clôtures en ronces, chèvrefeuilles et saules, bordant des carrés d'herbage fermés comme des jardins. Sur les graminées intactes d'avant les fauchaisons, les souffles passaient, retroussant l'herbe, montrant les dessous en peluche bleuâtre, courbant tout le pré pour un long salut végétal de la plus docile grâce, à jamais inconsciente. Ce soir même, Augustin s'aperçut qu'il ne pourrait dormir. Madame Méridier avait dû chercher, dans cette vieille maison pleine de recoins, quelques cabinets faciles à disposer en chambre à coucher pour un enfant grandissant. Le cabinet regardait, non pas la rue, mais cette partie de la campagne bordant immédiatement la ville. Culture, enclos, espaliers, premiers arpents de prairies à pommiers. Il les dominait par l'intermédiaire d'une creuse, très étroite courette, voisine d'autres où coulait une fontaine et le regard l'enjambait d'un bond. Comme les fenêtres n'avaient pas changé de dimension en passant d'une façade à l'autre, celle qui éclairait ce réduit baptisé chambre occupait toute la muraille intérieure. En l'ouvrant pour la nuit, on dormait à peu près dans les potagers et les arbres. Les odeurs immédiates, carrés de légumes, arômes de la terre, des buis et des vergers, petits relents honteux partis des courettes, se laissaient traverser par de grandes fumées voyageuses, de bois ou d'herbe, en lente dérive au-dessus des prairies. Ces parfums froids, flottant sur les jardins, apparaissaient dans toute la distinction de leurs détails et de leurs composantes, exaltés contre la fraîche immobilité du crépuscule.
tout prenait une netteté reposée. Tout ce qu'on goûtait se goûtait mieux. C'était un de ces soirs interminables, où le ciel est si long à perdre le sombre bleu d'avant les fourmillements stellaires. À travers d'immenses distances silencieuses, Augustin entendit, venant de très loin du côté des Sablons, une sonnerie de cor aux rugosités minutieuses et presque dessinables, d'une réduction de volume extrême et d'une dimension de joujou, vue par le gros bout d'une lorgnette pour son, exténuée à la fois et précisée par la nuit. Le mot « désiré », employé seul, sans explication, sans complément d'aucune sorte, ne présente pas de sens intelligible. Et cependant, c'est bien cela, de cette langueur aveugle, de ce désir aux yeux crevés, Augustin ne peut même pas dire s'ils sont joie ou souffrance, ou les deux à la fois. Mais qu'est-ce qu'il y a donc, ce soir, précisément ce soir, dans ses nerfs et dans son cœur? D'habitude, c'est beaucoup plus simple. S'il est joyeux, s'il est triste, il dit « je suis joyeux » ou « je suis triste ». Mais cette douceur violente, ce cœur gonflé à pleurer, cette sorte d'absurde trouble de cause de... Oui, précisément, à cause de quoi? Augustin ne l'a jamais senti encore. Il sangloterait de ne pas savoir où tend son désir. C'est sans doute de la fièvre, tout simplement, ou encore de l'agacement, ou peut-être aussi ce mélange de sonneries de cor, de lune et de nuit d'été. Ces choses si banales. La nuit, la belle nuit, la nuit pleine et immense. De vastes nappes de lait lunaire ont coulé sur les jardins. Quand elle se cachait derrière les maisons, la lune envoyait tout juste une tache géométrique ayant la forme de leur intervalle, un enduit de lune posé sur le sol. Elle luit maintenant, large et royale, comme dans les vers des Viranus. La belle nuit. Un vague demi-jour pénètre jusque dans la chambre, tire la serviette de l'ombre, applique sur le pot à eau convexe des lunules en vernis vif, indique 11h15 sur la petite montre d'acier. Parce que le temps employé aux besognes courantes, aux textes de difficulté dite moyenne, fut nécessairement très court pendant toute sa classe de première, Augustin eut le loisir de meubler ses chambres intérieures avec lenteur, choix et délice. Une certaine déception se mêlait aux délices. Le nouveau professeur, M. Bougot, juste sorti de l'école normale, annonçait son dessein d'insister sur ce qu'il appelait la partie idée de l'histoire littéraire, le libéralisme universitaire devant ouvrir à tout un cœur aéré des bras pleins d'accueil. Quelque chose de vague et d'ambitieux habita précisément cette partie idée. Les généralités dites philosophiques rendirent un son grêle sans qu'Augustin sût bien quel devait être le son plein. Des éclaircissements brumeux éclairèrent peu, et l'on ne pouvait dire au juste où commençait le mal éclairci. Un continuel usage de termes abstraits, traînant en laisse des métaphores, jetait, selon Augustin, de décevants reflets sur une obscurité essentielle. Son père n'avait pas en vain souri devant certaines idéologies et expliqué ses sourires. Les vérités éternelles, disait M. Méridier, ne se dévoilent pas qu'aux yeux portant lunettes de philosophe. Ces demi-ténèbres, cependant, finirent par avoir leur charme de clair-obscur. Pendant tout un mois de printemps précoce, baigné de pluie, chauffé d'un soleil si frais qu'on l'arrosait sans doute en même temps que les fleurs, de beaux mots s'enchâssèrent dans la prose de Taine, lourds de destin et de richesse, énigmatiques, mi-lumineux, pleins de prolongements, de couleurs et d'échos, ajournant leurs secrets derniers. Au demeurant, peu importait.
Tout était provisoire, tant les lumières que les ignorances. Tout durerait 1 an juste et disparaîtrait d'un seul coup, en philosophie, au lever d'un prodigieux matin. Pour la première fois, Augustin allait cesser de s'alimenter exclusivement de la pensée paternelle. Certes, il lui devait encore beaucoup, mais tous deux avaient conscience d'un certain allongement du lien qui les unissait. Quelque chose dans leur intimité, et le soin même qu'ils mettaient à l'entretenir, trahissait cette fine et invisible fêlure, née de rien autre que du temps. Tout restait parfaitement semblable. Dans leur bureau commun, le petit poêle imita tout l'hiver le ronflement des précédents hivers. Mais ni ces ronrons de chats heureux, ni les photographies, épuisées par leur persistance, ne s'ajustaient au temps nouveau. Douloureux pour Augustin, cet état l'était encore plus pour le père, parce qu'il avait commencé une seconde jeunesse tout holocauste, où rien ne comptait plus que son fils. Il ne savait pas dire « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Une vieillesse précoce du résigné, mal résigné, s'ajoutait à son âge. Après Augustin venaient 2 filles, puis un gros balourd de garçonnet coléreux, puis une petite de 2 ans, fragile et pâle. Tout cela s'éternisait aux mains maternelles. Monsieur Méridier faisait encore semblant de parler de sa thèse, comme si la rédaction en fût chose assurée, allant de soi, un peu retardée seulement par le manque de loisirs, de voyages et de joie. Mais un ouvrage tout voisin venait de voir le jour, écrit par un autre. Il eût fallu dépoter, changer de terrain. Il n'en sentait pas la force. Les notes restaient dans les chemises bleues, au rayon d'en bas, à côté des cartons personnels inconsultés depuis nombre de mois. « Il peut te rendre de bons services », dit-il de son collègue M. Bougot. Son rationalisme est clair, rapide, étroit, dans la tradition du XVIIIe. Il ne faut pas toujours regarder par la même fenêtre. Évidemment, il simplifie. Évidemment aussi les cadres durs et les fausses évidences. Ainsi dosait-il réserve et compliments en des mélanges à teneur acide. Il avait croisé ses 2 jambes maigres et continuait de jouer avec son lorgnon, l'enlevant et le remettant devant ses yeux plissés. Tout d'un coup, « Tiens, j'aurais dû demander la chaire de rhétorique quand elle s'est trouvée vacante. » Il feignait d'ignorer qu'il avait peu de chance pour qu'elle lui fût confiée. Il savait qu'il édifiait dans l'imaginaire, seul terrain de ses revanches. Il savait qu'Augustin le savait. Nous aurions fait ce travail ensemble. C'était une dissertation sur l'inspiration religieuse de Chateaubriand et du romantisme. Nous l'avons fait ensemble, papa. Ceci vient de toi, et ceci, et ceci. Il rayait la marge de coups d'ongles. Cela ne fait rien. J'aurais dû. Les succès scolaires continuèrent, mais Augustin ne pouvait préciser ce qui rendait plus petite l'échelle à laquelle il se mesurait. Une sorte de respect lui venait désormais de ses camarades. Il y avait des blancs laissés dans les versions jusqu'à ce qu'il parût le lendemain matin. La cour des grands, où on le voyait quelquefois, gardait sa répugnance, mais celle-ci logeait comme à l'étage inférieur, hors du contact. Coupé parfois de fangeuses confidences, des discussions entre les meilleurs élèves, ardentes et générales, proposaient des explications de l'univers. Marguillet ne rédigeait plus ni roman ni mémoire, mais un projet de réconciliation du capital et du travail sur des bases entièrement nouvelles, comportant des articles vides encore, mais déjà numérotés. Il le publierait pour les prochaines élections législatives, ou plutôt non, pour celles d'après. Appia, pratique, menait des rêves de médecine coloniale, échelonnait des traitements où figuraient les centimes. Quant à Vaton, ses compositions françaises continuaient d'être dolentes et d'un tour heureux. Il arrivait qu'il fût second. Partout ailleurs, il s'effondrait, il était doux. Il s'exerçait à une sombre mélancolie. Surgissant du banc de pierre contre le cadavre de l'acacia, il se dressait, poussé par les dieux.
Il criait alors des vers d'Hérédia, de Sully Prudhomme, de Lecomte de Lille, tous ceux à qui les morceaux choisis de Marcoux conféraient la notoriété, dans un supplément en petits caractères consacré à la poésie contemporaine. Il cachait jalousement ses propres vers. On savait toutefois qu'il serait publié sous le pseudonyme de Justine Printemps. Ce fut dans cette classe que la grande question se posa vraiment pour la première fois. Depuis sa petite adolescence et son premier contact avec la vie universitaire, les sentiments religieux d'Augustin avaient eu maintes occasions d'éprouver, contre des thèses inverses, la résistance de leur métal. Ces secousses passaient vite, elles figuraient comme péchés légers au bilan hebdomadaire. Elles étaient justiciables de la courte et drastique maxime de l'abbé Amplepuis. Les chasser sans s'y arrêter, les combattre par le mépris. Cette pédagogie traditionnelle s'ajustait au tempérament de l'abbé. La rapidité utilitaire de ses décisions, le mince intérêt qu'il attribuait aux spéculations purement rationnelles et jusqu'à la modestie de son niveau social, le poussaient à ne pas séparer les motifs de doute en distingués et en vulgaires. Une fois mis à part ce qui dérivait, selon lui, de la licence des mœurs, il expulsait tous les autres du même coup de balai. Une citation de saint François de Sales, dont se délectait l'abbé, renforçait le précepte. Faire comme faisaient les enfants d'Israël des os de l'agneau pascal, qu'ils ne s'essayaient nullement de rompre, mais qu'ils jetaient au feu. Un anticléricalisme compact régnait sur les cours du lycée, aussi naturellement que le langage argotique, les bourrades, les coups de poing et projections d'eau, la distribution du pain au bout des fourches en fer, le débraillé, le cynisme adolescent, et en général, tout ce qu'exécrait Augustin. Cela filtrait du dehors à partir de quelques vigoureux représentants de l'anticléricalisme extérieur, comme Marguillier Gustave, écho de son papa, les deux Le Gueur, fils de rédacteur de La Montagne radicale, ou le stupide Tadouleur Dupérier, de la charcuterie Dupérier, qui commençait toutes ses phrases par « on dit que ». Ce microcosme se montrait naturellement perméable aux grosses idées violentes, écloses, quelque âge qu'ils eussent, en des cerveaux enfantins. Il était entendu pour ces petits que la persistance de la religion, comme il disait, s'expliquait par la bonhomie de la République et la sournoiserie des curés. Ces motifs d'incrédulité s'ennobliraient sans doute dans les plus hautes classes, pour se hausser en philosophie aux accusations d'inertie mentale et de survivance automatique, cime suprême. Pour le moment, des collines plus basses suffiraient à leurs ascensions. Augustin se rappelait Vathon, petit bé jaune, nouveau venu en 5e, demandant à Marguillier pourquoi il ne croyait pas à la religion, puisque Racine y croyait. À quoi Marguillier, large d'épaule et dominateur, répondait que Victor Hugo avait fait de plus beaux vers encore que Racine, et qui croyait tout de même point. Opinion que Tadouleur Dupérier fortifia de cet autre. Et puis, on dit que si on cherchait bien, on trouverait dans la messe des prières contre la République. Sur quoi le bé jaune sourit, docile et triste, comme ils faisaient tous dans la catégorie des faibles, des non-musclés, des petits proprets et trop jeunes. En ce pays des enfants, l'opinion publique régnait, plus souveraine encore que chez les hommes. Parmi ceux dont les familles pratiquaient, qui l'eussent fait peut-être eux-mêmes, comme un tenace et timide devoir, aucun ne faisait ses Pâques au lycée. Ils attendaient les vacances. Chaque dimanche, entre le petit déjeuner et la grande sortie, une messe d'interne, glaciale et poussiéreuse, occupait la chapelle pendant 23 minutes exactement. Il existait, pour cette fonction, un aumônier à plusieurs noms. Les simples d'esprit, nomenclateurs de petite race, l'appelaient le curé. Mais cette étiquette représentait dans l'onomastique le plus bas degré, la moindre saveur. C'était l'eau claire et le pain sec,
le lama, le bonze, le muezzin ne réussit pas. Prononcer du ton détaché qu'il fallait, attestait au contraire une imagination orientale, une entière libération, une hardiesse dédaigneuse, juvénile et héroïque, digne de gants blancs portés à Saint-Cyr. Le prêtre, ainsi désigné, occupait quelque appartement écarté du bâtiment, confortable d'ailleurs, où l'on était sûr qu'il ne gênerait aucun service de discipline et d'économat, ni que son trajet n'en croiserait d'autres. Il ne voyait pas les professeurs. Il donnait dans les salles d'études, d'une voix postillonnante et eunuchoïde, une leçon hebdomadaire de 3/4 d'heure prise sur le temps des devoirs, oubliée dans un coin de la semaine, comme dans un couloir un balai. Il y réfutait, ainsi l'annonçait-il au début de chaque année, les principales objections contre la religion. Complètement ignoré des meilleurs élèves, qui se bouchaient les oreilles pour n'être point dérangés dans leur version latine ou leurs mathématiques, les autres coupaient cette conférence de questions grotesques posées d'un ton froid. Celle qu'un jour osa émettre le cadet des deux Le Huger. « Est-il permis d'aller communier après avoir pris un clistère ?» devint tout de suite célèbre. Elle lui valut beaucoup de considération sur la cour des moyens et même des grands, et jusque dans le monde des domestiques. Il y avait un aide de cuisine, chauve, rieur, hideusement obèse, dont le visage sécrétait de l'huile. On l'appelait « mort aux mouches », à cause d'une manière qu'il avait d'écraser, d'un seul coup de torchon, toutes les mouches d'un billot à viande, sur le lieu même où elles pâturaient. Il roulait parfois sur la cour des moyens, jetant à la traverse quelques plaisanteries d'une jovialité enrouée, jamais terminée parce que sa toux coupait la rigolade. Mais il en gardait sur le visage un épanouissement si long que celui-ci s'enchaînait à la plaisanterie suivante. Il passait sa vie dans une gaieté sans fin. Il dit à Le Huger : « C'est vous qui avez demandé si on peut aller à la communion après avoir pris un lavement ? Sacré farceur ! Sacré farceur !» Les boules superposées de son corps et de sa tête tremblotaient d'une joie gélatineuse sur ses énormes jambes naines. Ces arrangements dits religieux, ne regardant que les internes, Augustin n'avait jamais eu à rencontrer l'aumônier. Il entrevit un jour un petit vieillard rosé, montant les escaliers du proviseur, en une ascension souriante et asthmatique, que la soutane entourait de plis ennoblissants. Il lui fit d'en bas un salut inaperçu. Il pensa que c'était lui. En rhétorique, le seul qui ne parut pas figé dans une épaisse négation candide se trouva être Vathon. Augustin l'avait rencontré un jour de sortie, à la messe, accompagnant une vieille dame proprette, en une toilette noire ridiculement démodée. Il était aux petits soins pour elle, tout en jetant de furtifs coups d'œil latéraux. Augustin ne demanda pas son nom, Vathon se montrant très secret sur sa parenté. À quelques semaines de là, Augustin connut un Vathon mystique. La classe venait de lire Polyeucte. Monsieur Bougot étudiait à cette date la formation oratoire de Bossuet et l'influence de saint Vincent de Paul. Il en parlait avec chaleur et vibration intérieure, montrant que le libéralisme universitaire prenait son bien où il le trouvait. Vathon confia à Augustin qu'il lui était bien inutile de continuer son baccalauréat parce qu'il allait se faire trappiste ou peut-être missionnaire. Il hésitait entre les missions étrangères et l'immense attrait de la propagande catholique en milieu anarchiste. Ici et là, disait-il d'un ton rauque, c'était le même amour. Il s'enivrait des mots, au fond des trappes et des carmels. Il plaçait sur eux des points d'orgue et les prolongeait, gardant la bouche ouverte tout le temps qu'il mettait à mourir. Au fond des trappes et des carmels. Augustin se rappela la borie des saules de son enfance. Une nuit qu'Appia voulait lire l'Assommoir, il découvrit dans le petit réduit qu'il se croyait seul à connaître, Vathon, récitant des prières en un bouquin noir de curé.
Tel fut du moins le récit d'Appia. Vathon lui aurait expliqué qu'il récitait les psaumes de Matine, ce qui était très vraisemblable. Les connaissances liturgiques d'Appia étaient insuffisantes pour lui faire découvrir seule cette appellation. À quoi, naturellement, Appia répliqua que s'il s'agissait de sonner Matine, celui qui ferait le Jacques était tout trouvé. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.